Ok, donc on va faire ça à deux. Moi, je vais juste faire quelques remarques générales. Donc, on va parler de support vecteur machine. Comme. D'abord, il y avait le truc, il faut qu'on trouve des volontaires pour... donc apparemment, on a des gens déjà pour les decision trees, pour Naive Bayes. Déjà, on a des gens qui vont faire ça à la présentation. Donc, Naive Bayes, je suis pas sûr. Hein? Il a dit que oui ou non? J'ai plus compris. Naive Bayes, c'est pas sûr. Je suis pas sûr qu'on ait non, des gens. il y avait un gars qui avait dit... Mais il était revenu me voir à la fin, il a dit oui, je vais le faire. Ah ouais. Mais il est tout seul, donc peut-être pas tout seul. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Il y a les probabilités. Très intéressant. Donc déjà, on va voir que là, c'est la première fois qu'on essaie de voler de nos propres ailes. Donc, j'avais quelques trucs généraux, mais oui, on veut déjà remercier François-Xavier et Amric Merci pour leur encadrement et leur beau boulot. Et nous, on va essayer de suivre. Et vous allez voir que c'est pas dur de faire aussi bien que nous, parce que enfin, je parle pour moi, mais bon. Donc bon, il n'y a pas de volontaire pour l'instant, donc peut-être que ça... Après, vous verrez comme c'est fun. Donc de quoi on va parler? Alors, les sujets juste vite vus, c'est on veut faire des classifications, comme on en a déjà fait la semaine dernière avec la régression logistique. Et on va voir qu'il y a des cas où la régression logistique fonctionne un peu mal et où on peut trouver un autre outil. Et donc, ça sera, on va faire là les SVM, c'est-à-dire Structured Vector Machine. Donc voilà, on va voir que ça ressemble un petit peu à la régression logistique d'un point de vue mathématique. Il y a une notion de marge, il y a les kernels qu'on va vous expliquer, qui font un peu peur aussi, mais qui sont sympas en fait. Et puis, on va conclure avec comment choisir parmi ces outils. Des fois, on utilise la régression logistique pour faire des classifications, des fois SVM. Et ça dépend un peu des données qu'on a, ce qu'on va essayer. Et puis, juste un très, très rapide à la fin pour les outils Python, pour les exercices qu'on va faire, qui sont sympas et moins durs que le sujet pourrait présager. Nous, on en a fait assez vite fait hier pour vérifier. On a repris ceux de l'année dernière. C'est pas si dur. Donc, pour recadrer où on en est, c'est du machine learning. Donc là, on va faire quoi? On va faire du unsupervised learning ou du supervised learning? Supervised? C'est quoi déjà supervised? Ou en retard, là, ça va pas. Hein. Donc, supervised, ça veut dire quoi? Quelqu'un veut dire ce que ça veut dire supervised? Parce que moi, j'ai un blanc, là. Hein? Supervisé. Labellisé? Supervisé, ça veut dire quoi? Le learning supervisé, le learning, comme disent certains. Ça veut dire qu'on a déjà les catégories, avec notre training set, en fait, on sait déjà dans quelle catégorie elles sont. Et du coup, avec notre testing set, on veut savoir dans quelle catégorie elles appartiennent. Mais les catégories, elles sont déjà définies. Mais là, ça c'est plus spécifiquement la classification. Mais supervise, ça veut juste dire qu'en fait, on sait déjà quels sont les résultats. Ouais. Pour un certain training set, un set d'entraînement, et on veut entraîner. C'est ça. Enfin, moi je dis, Ouais, non. on est tous au même niveau. Hein. Nous on a un petit peu préparé la présentation, mais j'espère qu'il y a des gens qui comprennent mieux que nous. Hein, donc n'hésitez pas, hein. C'est fini là. Les grands ils sont plus là. Hein. Donc ok, c'est du supervised learning. Et après donc c'est lequel? C'est de la régression ou de la classification? C'est quoi la différence? Quelqu'un peut faire un rappel? Régression, ça va permettre d'avoir des variables continues, alors que classification, des variables discrètes, 1 ou 0, ou 3, 4, 5 types différents qui s'excluent.
Donc un exemple de régression, ça serait quoi? Le prix d'une maison et classification pomme ou banane. Très bien. Donc, oh. Et il y eut une émeute. Ok. Donc, on va juste pour introduire un peu le sujet, on peut regarder des cas où la régression... déjà, on va regarder un cas où la régression logistique peut nous aider. Donc là, on a des points verts et des points moins verts. Et on veut les séparer. Les uns, ça a une valeur de 0. Les uns, c'est une valeur de 1. Donc, est-ce que ça, c'est un cas où la régression logistique peut nous aider? Voyons, j'applique mon algorithme. Ah oui, c'est pas mal. Donc effectivement, ça, c'est un cas où ça marche bien. Peut-être qu'il y a plusieurs solutions de droite qui pourraient passer différemment. Et puis peut-être qu'on voudrait parler de marge ou de choses comme ça. Donc on va voir ça avec les SVM. Mais globalement, c'est déjà bien. Donc peut-être qu'on n'a pas besoin. Juste un petit rappel, les points qui sont là. J'ai envie de dire que c'est des vecteurs. Est-ce que tout le monde comprend ça? Parce que on va voir dans les exemples qu'on donne après, il y a des gens des fois qui ne comprennent pas que ça, ces points, ça peut aussi être compris comme des vecteurs. Est-ce que ça parle à tout le monde ou pas? Des fois, ça choque. Donc, par exemple, ce point-là, c'est un vecteur de quoi? Comment on peut le caractériser? Donc cette ligne-là, on pourrait... Il ne faut pas toucher, ouais. Cette ligne-là, on pourrait l'appeler x1, et celle-là, on pourrait l'appeler x2. Et donc, ce point-là, ça serait une valeur x1 égale 5, 0, et une valeur x2 égale 3. On pourrait l'écrire comme un vecteur 5, 3. Donc, en fait, ça, c'est plein de vecteurs. Hein, support vector machine. Hein. Et voilà. Enfin, on utilise des vecteurs tout le temps dans tous nos algorithmes. Ça, c'est juste un exemple de comment voir les choses, parce que des fois, c'est pas évident. Bon. Okay. Donc ça, c'est un cas où la régression logistique marche bien. Alors là, là, c'est plus compliqué. Là, on doit séparer entre des triangles et des ronds. Pareil, hein, c'est de la classification. Mais les données sont un peu mélangées, donc c'est pas facile de trouver une droite qui sépare les deux. Et pour la régression logistique, en général, on trouvait une droite, c'était un exemple linéaire. Après, on avait trouvé des moyens de faire des courbes qui n'étaient pas des droites, en utilisant des polynomiales. Pas de conneries là? Ouais, là, c'est bien. Ouais. Et donc on pourrait essayer d'imaginer une courbe qui je sais pas, qui passe comme ça, comme ça. Je pense que c'est assez dur à faire comme ça. Et donc en fait le SVM, ça va être un moyen de peut-être résoudre ce genre de cas, ou d'avoir une meilleure solution pour des cas où les données sont pas... alors, Andrew Ng parle de linéairement séparables. Vous avez vu ça? En fait, là, on voit que c'est des points ou des vecteurs qui sont... d'après le graphique, ça a l'air linéairement séparable, c'est-à-dire on peut tracer une ligne, ou plus généralement un hyperplan. Mais enfin bon, dans un espace de dimension 2, là, on a un truc de dimension 1 qui sépare, enfin de dimension 2-1, qui sépare les données. Ça, c'est linéairement séparable. Ici, ça serait intéressant de voir s'il y a un moyen de transformer ces données pour qu'on puisse avoir
une forme de séparation linéaire. Ça sera peut-être une droite, peut-être qu'il faudra aller dans d'autres dimensions, avoir plus de dimensions, et il y aura une vue, par exemple en 3 dimensions. Tout d'un coup, on verra que je vends un peu la mèche, hein, mais c'est juste un preview. Hein. On verra que les données se séparent assez bien et qu'on peut, si c'est en 3 dimensions, ce ne sera pas une droite qui sépare linéairement, ce sera un plan. D'un coup, les données, magiquement, les ronds iront en haut et les triangles en bas, et puis on voyait tout mélanger, sera séparé en 3 dimensions. Après, ça sera peut-être en 12 ou 1000 dimensions, donc on n'aura plus de dessin. Mais là, c'est juste pour comprendre. Ok. Donc, juste, je voulais juste dire encore un petit truc général, et après, je passe la main à Vivien, qui va tout expliquer. Donc, ouais, parce que comme c'est un sujet un peu compliqué, je voulais juste dire que en fait, on essaie juste d'avoir des intuitions, parce que bon, nous, on a fait tout le truc, on a beaucoup travaillé dessus, on n'a pas forcément tout compris, mais globalement, moi, tel que je comprends, c'est on veut avoir des intuitions sur ces outils qu'on va utiliser dans les exercices qui viennent. Et donc, il y a différents niveaux d'intuition. Il y a un premier niveau, c'est juste des analogies. On va dire, genre, les SVM, c'est comme l'algorithme SVM, c'est comme essayer de trouver les choses, les voisins les plus proches. Enfin, on n'a pas encore fait le Nearest Neighbor Search, mais donc c'est juste des analogies, des manières d'écrire les choses. Ou tu veux dire quelque chose, non? Non, en fait, on va pas le faire finalement. On va pas le faire. On va pas faire Nearest Neighbor du tout. Il est trop simple en fait. L'année passée, ça avait pris 15 minutes à l'expliquer. Ouais, mais c'est sympa. D'accord. Mais donc ça, c'est des analogies. On va aussi parler de marge. Ça sera un peu comme faire passer un serpent entre des trucs. Donc là, c'est déjà, si on comprend intuitivement ça, c'est déjà pas mal. Après, il y a un deuxième niveau d'intuition qui est juste les graphiques qu'on a vus, qui est très utile aussi. C'est pas encore vraiment mathématique, c'est juste on voit des graphiques, on essaie de comprendre. Après, il y a le niveau mathématique, qui est avoir des intuitions mathématiques, comprendre les maths. Alors moi, je peux vous dire que les maths, on n'a pas tout compris, on s'est cassé les dents dessus. Il y a une très bonne... je peux faire la pub pour les ateliers maths du mardi. Robin nous a fait une super introduction là-dessus, pour ceux qui étaient là. Hein. C'était sympa. Donc, mais il ne faut pas avoir peur des maths, parce que bon, les maths, il y en a à qui ça plaît, il y en a qui ça plaît pas. Moi, j'aime bien, c'est beau. On ne comprend pas tout, mais c'est un outil puissant. Mais il ne faut pas trop se prendre la tête si vous ne comprenez pas les équations. On va regarder des équations. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'on utilise un peu des maths, des dot products de vecteurs. On utilise un vocabulaire mathématique, donc il faut avoir des notions, mais c'est pas la peine d'essayer de tout comprendre. Faut pas avoir peur. Vous allez voir quand on va faire les exercices. En fait, j'ai l'impression que on a commencé à faire les choses où on fait tout nous-mêmes. On essaie de tout comprendre, et puis là, quand on est arrivé au SVM, à la fin, on va utiliser, et puis ça va faire des choses. On va ajuster des coefficients, et puis ça va marcher plus ou moins. On va représenter ça dans des graphes. Ça va utiliser des algorithmes qui nous dépassent. Donc ça sera juste... voilà, si on ne comprend pas tout, c'est pas très grave. Et puis la dernière intuition, c'est justement les outils. C'est après, on va sentir peut-être, une fois qu'on utilise un outil Python, on va voir, tiens, ces données-là, je vais essayer régression, comment on appelle la régression logistique. Tiens, bon, ça marche pas du tout, c'est peut-être pas les itérations, c'est peut-être les trucs. Bon, ok, je vais essayer un autre outil, tiens, juste d'essayer de comprendre. Donc, pas essayer de comprendre plutôt, mais essayer d'avoir des intuitions pour qu'on comprenne justement quand on va exécuter cette fonction, c'est quoi ces coefficients et à quel ensemble de problèmes ça répond. Donc, n'ayez pas peur, c'est pas si mal, en fait, après en avoir beaucoup souffert, moi je trouve ça assez fun. Donc je passe la main à Vivien et je suis là, je te soutiens. Qui pourrait te dire ce que c'est à peu près une SVM pour eux, ou pas? That was a rhetorical question. So as far as I understand, an SVM is a way to transform it into, to basically make it display
Sorry. The idea is to classify the data by finding the support. How do I explain this? Drawing a line through the data might not necessarily the best way to figure out the difference is to identify the nearest points. Yeah, basically the nearest points, and to draw a line through the middle of those nearest points in such a way that we can kind of cut that plane through the center of them. Quelqu'un d'autre a des intuitions, mais dans l'idée, oui, c'est ça. I'm going to continue in English. There's two different types that was actually gone over in the videos. One which is linear, which was kind of almost a crossover. What's called a Gaussian kernel. There are other kernels as well, but that curve, what we're really looking at in order to figure that out, from what I understand. Pour les fans pur français, on peut appeler les SVM. Et l'idée du SVM, ça va être de sélectionner la droite ou le plan. C'est quoi des vecteurs support? Donc les vecteurs support, en fait, ce sont les points les plus proches de la ligne sur ces deux droites qui sont en pointillés. Donc il y en a 3 là. Comme tracer des frontières sur ce genre de tête. Si je vous demande la fonction de coût, je sais pas s'il y en a un qui est chaud. Non. Oui. Ton partenaire là. On peut aller. Donc en gros, il fallait chercher à avoir le θ sur m, donc qui est le nombre de. C'est quoi le θ? Excuse-moi, mais vraiment c'est le très θ. Peut-être aussi. Ouais, désolé. Vas-y. Et donc en fait, avec le coefficient y devant et le coefficient 1 moins y. Entrée, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc en gros. Si vous avez un y qui est égal à donc voilà, et donc en gros, quand on avait un coefficient qui nous sert en fait juste à réguler la fonction et à discriminer en fait qui pourra nous dire après qu'on pourra utiliser effectivement. Je peux y aller? À l'envers. Mais de l'autre côté le micro. Ah ouais, pardon. C'est quelle fonction? La fonction simoïde, donc c'est 1 sur 1 plus 1. Oui, mais là, c'est la différence. Mais là, c'est la fonction h, θ, x. C'est pas bien, je vais essayer de retrouver. Cette fonction-là, elle est comme ça. Elle passe comme ça. Et c'est toute cette fonction. Il faut avoir des valeurs de z qui soient supérieures à 1. Cette fonction-là diminue quand ces fonctions log par une autre fonction qui est représentée ici, supérieure à 1. Y égale à 1 et inférieur à moins 1, puisqu'on utilise en fin de compte des modèles qui sont déjà prévus. Non, mais c'est pas très, enfin, c'est pas détaillé par. Inférieur à 0, et moi je me suis perdu au moment où il a dit qu'il est passé au 1. Si j'explique bien, non. Si tu te retrouves près du 0, tu es dans une. Si, c'est. Comme quand il disait, la marge entre les catégories. Voilà. Donc effectivement, en fait, c'est pas terminé. Et en fait, en gros, nos coefficients, on les choisit. En fait, ça pose pas de problème. Nous, on avait choisi ces éléments-là à l'époque parce que dans ces pour en fait faire disparaître ici, on se retrouve juste avec la courbe de séparation. Et donc, au final, on obtient... Le mock d'Andrew, en bas, c'est pas I, mais c'est J, non? Puisque c'est la... Non, c'est ici. Parce qu'en fait, effectivement, c'est θ de J. Et donc, forcément... C'est pareil, M et N, non? Ça fait la 5e session qu'on fait sur... De chaque training set, de chaque training example, par exemple, le prix de la maison, la taille. On utilise beaucoup en machine learning, c'est feature. Les features, c'est les N. Tu as N features. Puis sur chaque... Pour introduire effectivement le fait qu'on allait chercher, comme d'habitude à chaque fois, avec un bleu qui va apparaître. Donc en fait, pour minimiser cette chance, il y a quelques secondes, on a vu C. Donc C, est-ce que vous avez... Varier le C pour changer le... Comment on prend en compte... Frédéric? Là, ça vient du MOOC de Andrew NG. Il donne 2 exemples. En gros, on va résumer. Votre C, ça permet... Après, il faut voir au niveau de vos exemples, au niveau de ce que vous avez. Est-ce que vous n'avez pas ce petit X que vous avez là-bas? Est-ce que c'est juste un outlier, donc c'est-à-dire un point qui... C soit plus petit?
Soit, sinon, est-ce que il va vraiment essayer de séparer au maximum les deux classes. Et voilà, ça va être souvent le cas. Attends. Decision boundary, on a l'équation du decision boundary. Je pourrais pas te répondre parce que j'ai utilisé la fonction, mais je vois pas comment elle marche. Un élément sur lequel en fait on va lui appliquer la fonction fit, tout simplement, la méthode fit, et une grosse partie du calcul ou quoi que ce soit. Tout ça, c'est pas, en gros, quand on utilise vraiment les SVM qui sont créés dans le langage, on a plus accès, on voit plus grand chose. C'est-à-dire, non, il y a latent en fonction de ceci, en fonction de cela. Que tu utilises par exemple tel kernel, parce qu'il y a un nombre important de kernels qui existent. Ensuite, et après, on peut faire un point prédict et il va nous prédire exactement ce qu'on lui demande. Tu calcules les distances avec les vecteurs et tu appliques le kernel pour avoir les... Donc en gros, le decision boundary, c'est le truc intermédiaire entre le... Juste un petit ajout sur le C. Du coup, c'est l'inverse de lambda. Donc, juste pour raisonner rapidement, si lambda est grand, et inversement. C'est juste une petite remarque en plus. Voilà, effectivement. D'overfitting et est-ce que j'ai l'impression que on fait un C qui est trop grand ou trop petit, parce que j'arrive jamais à me souvenir dans quel sens il faut aller. De toute manière, dans les deux cas, ça te fera soit overfitting, soit underfitting. Voilà. C'est... Prends les deux. Ça dépend un peu des structures des données, là. Par exemple là, on pourrait penser que le truc à la plus large marge, ça serait ça. Un outlier et qu'on s'en fout. Mais si on dit que non, c'est très important, dans ce cas-là, il faut ajuster le C pour le prendre en compte et ça fait un fitting beaucoup plus étroit avec une marge. Donc ça dépend des données en fait, je suppose. Enfin, si quelqu'un peut. Ça dépend vraiment des données s'il y a overfitting ou pas. Dans de fonction de coût, en fait, ce qui va se passer forcément, vu qu'on cherche à minimiser la fonction de coût, si C est très grand, on va en fait. Le fait que cet élément-là, donc les différentes fonctions de coût, va se rapprocher de 0. Ce qui nous permet énorme, qui en fait fait disparaître de la fonction de coût plus qu'avec la somme des θ au carré, et, le tout sur 2. Tu peux expliquer encore, en revenant, parce que pourquoi c'est allé à 0 là, selon moi. Petit retour en arrière. Voilà. En gros, ça c'était... Non, après celle-là. La prochaine. Voilà, ça c'est là. Donc, en gros, on cherche à minimiser quand même l'ensemble. Sachant que ça ne doit pas non plus changer à fond la manière dont on minimise. Donc, ce qui fait que plus C va grandir, entre guillemets, et plus cet élément-là risque de se rapprocher de 0. Voilà, parce qu'on a un algorithme. Tout ça, c'est une fonction qu'on essaie de minimiser. Donc, si on lui donne à l'algorithme de minimisation, on lui donne un C très grand, il va mouliner très fort, trouver des valeurs de θ pour qu'il trouve le minimum quand C est très très grand. Du coup, le seul moyen de faire ça, c'est de faire que ça sera très petit. Si ça c'est très grand. Donc il va essayer de réduire ça quasiment à 0. Donc en mettant un C, c'est un peu paradoxal, en mettant un grand C, toute cette partie-là de l'équation va aller à 0 et la minimisation, ça reviendra à juste minimiser j'en mets. Cette partie-là. Voilà. C'est clair ou pas? Après, c'est juste pour la culture, hein, clairement. C'est juste pour savoir. Après, moi, j'ai une question. Enfin, bon. Oui, dis-moi. Moi, j'ai pas. Tu peux revenir à l'équation là? Ouais, on en parlait hier. Moi, j'ai pas compris. Donc, du coup, la minimisation quand un C est grand, c'est juste minimiser θ. Mais où θ, c'est juste les paramètres, c'est juste les coefficients de notre équation. La fonction de coût final, une fois que les θ seront minimisés, tu vas atterrir à ça en fait, à peu près. C'est au tout début, en fait, tes θ, tu les choisis un peu arbitrairement et c'est eux qui vont se fit tout seuls, c'est eux qui vont s'ajuster tout seuls. Et en gros, si ton C est très grand, si celui que tu as choisi au départ il est très grand, en fait, au fur et à mesure des ajustements, c'est là où ta fonction de coût normalement va réduire. Et c'est à ce moment-là où ton
toutes tes fonctions de coût vont tendre vers... Enfin, le premier élément va finir par tendre vers 0. Et en fait, c'est à la fin du fitting où tu vas te retrouver avec cette fonction de coût, normalement. C'est une approximation, on va dire. Mais donc c'est plus ou moins une constante, là. C'est ça qui est bizarre. C'est qu'il y a, Ah il y a oui, plus, ça sera la finale, ça sera le... Il n'y a plus les données sont plus là, elles sont parties. C'est une fois que tu auras fini. Ok. En fait, c'est pas une constante, cet état. Quand tu minimises, c'est ta variable. Donc en fait, c'est une fonction avec une variable que tu essaies de minimiser. Donc à ce moment-là, c'est pas une constante. Par contre, quand tu vas l'appliquer à ton modèle, une fois que tu as trouvé les valeurs minimum, là, ça devient une constante. Voilà. Donc en fait, c'est un peu les deux. Mais ce qui est bizarre pour moi, c'est ça je vois, mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'on essaie de minimiser des paramètres maintenant sans prendre en compte les X. Non, parce que c'est pas des variables à ce moment-là. Ça sera à la fin de la ça sera à la fin du fitting en fait normalement. C'est la fin du C'est fitting. des constantes au moment où tu les minimises, les X et les Y, etc. Quand tu essaies de minimiser, c'est des constantes. Mais c'est la façon que je le comprends pour le réécrire. Non, pas ça. Voilà, ici. Donc, dans ta fonction de coût, tu as deux trucs qui peuvent peser. Cet élément-là, en fait, ça calcule quoi, grosso modo? Voilà. Et... Oui, donc l'affaire, c'est que le truc, c'est que si tu mets ton C qui fait peser énormément cet élément-là dans ta fonction de coût, ça va être primordial que tous les points, sans exception, soient du bon côté de la marge. Du plan de séparation. Donc, si tous tes points sont bien classifiés, donc si tu mets tes θ de sorte que ta decision boundary classifie parfaitement tous les points, au final, ton coût ici va être 0. Donc, une fois que tu as fait l'optimisation, en fait, le coût final, parce que tu as toujours un coût à la fin, il va être égal à 0 plus 100. Donc, au final, si tu mets un C extrêmement grand, ton optimisation va converger vers un coût qui est égal à 100. Il va te rester, et l'idée, c'est que tu vas faire ce que tu peux pour avoir les θ les plus petits, mais pour faire en sorte quand même que ton coût soit nul. Donc, c'est comme ça que je le comprends. Donc, c'est la fin, tu es arrivé à la fin. Tu ne vas pas encore minimiser après sur des... Voilà, c'est un tout. En fait, oui, mais tu peux continuer de minimiser, tu peux continuer d'optimiser, mais s'il suffit juste qu'il y a un point qui tout d'un coup soit mal classifié, pouf, tu te retrouves avec un coût monstre. Donc, l'idée, c'est que ça va converger vers un truc qui est égal à juste à ça. OK. Tu peux filer le... La cube. Merci. Du coup, en fait, ça permet de vérifier que, entre guillemets, l'entraînement s'est bien passé si on a à la fin, pas vraiment cette constante du coup, mais... une valeur proche, oui. Une fois qu'on a fini d'entraîner son algorithme, si on a vraiment... le résultat qui est égal, ce qu'on a là, ça veut dire que oui, qu'on n'a plus d'erreurs et qu'on peut difficilement faire mieux. Ou pas? Pas forcément, parce que le truc, c'est que si tu vraiment t'as mis un modèle qui classifie parfaitement tous les données sans exception, c'est que tu supposes qu'il n'y a aucune valeur aberrante dans ton dataset. Alors que des fois, tu préfères avoir un truc qui laisse passer quelques erreurs, mais qui va plutôt coller à la réalité. On a vu quelques exemples dans ces graphiques. Je sais pas si tu peux montrer un exemple... ou d'un endroit où on ne veut pas forcément coller. Par exemple, vois-tu, à gauche, avec un C extrêmement grand, justement, tu as un truc qui est comme ça. Donc, sur ton dataset d'entraînement, oui, c'est bien, tu n'as aucune valeur qui a été mal classifiée. Par contre, si en machine learning, tu veux toujours que ça généralise, donc, comme il a dit tout à l'heure, il suffit que tu mets ton système en prod, puis tu te retrouves avec un point qui est ici, il y a de bonnes chances qu'en fait, il soit bleu, que ça soit pas une croix rouge. Donc, tu veux pas forcément avoir le C le plus grand pour faire en sorte que tu overfit ton dataset. Donc là, on va attaquer la partie drôle. Donc en gros, les kernels. Donc, est-ce que certains d'entre vous ont quand même réussi à comprendre ce que c'était qu'un kernel ? Même avec vos mots, parce que clairement, je pense que les puristes du vocabulaire, quand ils vont voir comment je décris ça, ils vont... Donc... Ouais, vas-y. Non, en fait, je suis pas sûr d'être capable d'expliquer vraiment, mais j'ai cru comprendre que c'était en gros une fonction où
un calcul qui va permettre de rester au plus proche des données quand on n'a pas quelque chose qui est séparable par une droite. Mais je suis vraiment pas sûr d'avoir tout compris. Donc, Ouais, oui, ça pourrait être à peu près ça. On va donner la parole. C'est très bien de donner des mauvaises réponses parce qu'après les gens ils complètent. Donc si vous savez pas donner une mauvaise réponse, après quelqu'un dira ah bah non c'est pas ça. Et... Je crois en gros le kernel ça permet au niveau d'augmenter les dimensions de l'ensemble pour qu'on trouve un hyperplan qui puisse séparer les points pour lesquels y est égal à 1 et les points pour lesquels y est égal à 0. C'est-à-dire que si sur un plan on a là c'est pas là encore parce que là on peut dessiner par une régression normale. Mais si tous les points sont mélangés, par exemple, mets la photo. Oui, voilà, si tous les points sont mélangés, on augmente la dimension afin de trouver un séparateur. Et ça, on peut augmenter la séparation donc au niveau du kernel jusqu'à M feature. Du coup, ça va juste permettre de trouver des features en plus, en fait. C'est une feature qui va permettre de complètement offusquer tout. Enfin, tu vas complètement en fait oublier tes anciennes features. Et tu vas te servir que des nouvelles features, enfin de cette nouvelle feature que tu auras créée avec ton kernel, pour pouvoir justement estimer les distances entre chaque point de tout ton set d'exemples. Et en gros, ça va te permettre de faire, en faisant ressortir les distances, en les classant par distance, tu vas les classer en fait par proximité, on va dire ça comme ça. Et ça te permet en fait de faire une espèce de décalage dans tes données et de plus avoir quelque chose de plat et d'illisible comme on a là, mais d'avoir quelque chose vraiment de... Si tu le mets en 3 dimensions, tu vois clairement qu'il y a une séparation entre les deux et tu sais comment les séparer. Après, on va voir un type de kernel en particulier juste après. Il y a d'autres questions ou d'autres... Andrew parlait beaucoup de similarity, donc la similarité, oui. Oui, voilà. Du coup, juste pour récapituler, c'est de ce que j'ai compris, le kernel, c'est une fonction à laquelle on applique en fait tous nos points, tous nos training examples, et c'est du coup la fonction de similitude. Similarité, peu importe. Et en fait, cette fonction de similarité appliquée à chaque point va nous donner, à chaque vecteur du coup d'exemple qu'on a, va nous donner une nouvelle dimension. Enfin, on rajoute une dimension à toutes ces données. Ah oui, selon la fonction de similarité. Mais juste sans parler de l'nmarks ou quoi pour l'instant, juste le kernel, c'est une fonction. On fait passer tous nos points, tous nos training sets, tout notre training set dedans, et ça nous recrache notre training set, mais avec une dimension en plus, à travers laquelle on pourra passer un plan. Ouais, et en fait, le truc, c'est vu que vous allez l'appliquer, en fait, vu que vous allez comparer 2 points, comme ça, vous allez avoir comment dire ? En fait, vous allez passer un truc qui était en N features à un truc à M features, quoi. En gros, vous allez avoir autant de features que vous aviez d'exemples dans votre set à la base. Parce que vous allez comparer à chaque fois tous les plans ensemble. C'est ce qu'il appelait l'nmarks, effectivement, dans le MOOC. On travaille dans une... oui, c'est ça, la question que je me posais, puisqu'on crée M θ, en fin de compte. Oui. On passe dans une M dimension. Exactement, oui. D'accord. Ok. Mais ça c'est juste... Ouais, je pense que juste pour le kernel, tel que je comprends, j'ai peut-être tort, mais c'est vraiment une mesure de similarité ou de distance entre 2 points. Donc il y en a plusieurs, ça peut être polynomial, ça peut être gaussien,
Donc ça va mesurer la distance de différentes façons. Il peut y avoir une distance euclidienne, c'est juste la longueur de la droite entre deux points, ou il peut y en avoir une plus compliquée où la distance où la similarité devient très élevée quand les points sont très proches et puis décroît très vite quand les points sont plus éloignés. Donc juste pour comprendre ce que c'est la fonction kernel, c'est vraiment une mesure de distance et de similarité. Après, ce qu'on en fait pour aller créer d'autres features et aller dans d'autres dimensions, c'est un deuxième pas. Mais dans ma tête, il y a une séparation. Je ne sais pas si quelqu'un veut me contredire. Du coup, le kernel est une fonction qu'on va appliquer à notre dataset et qui va comparer les points entre eux. Comment est-ce qu'il va comparer les points et quels points? C'est-à-dire qu'il va prendre un point de la classe A et le comparer avec un point de la classe B aléatoirement. Comment il va choisir quel point comparer? En gros, si tu veux automatiser ton truc, parce que bon, tu pourrais les choisir à la main, non. Mais si tu veux automatiser ton truc, c'est là où c'est le problème, c'est qu'il va devoir comparer tous les points ensemble. Et on verra après, justement, plus tard, pourquoi le choix de ce kernel, il passe dans certains cas, mais dans certains cas, c'est pas vraiment opti. Ok. Mais ça, on verra juste après. Merci. Donc là, on va repasser, s'il n'y a pas d'autres questions d'ailleurs. Bon, donc on va repasser sur la partie un peu mathématique. Donc on va avoir un kernel en particulier qui est le kernel gaussien, qui sera celui qu'on va utiliser en majorité. Parce qu'il y a tout un tas de... Voilà. Donc ça, c'était le genre d'hypothèse qu'on faisait avant. Donc avec nos θ, nos x, etc. Et en gros, nous, clairement, on va pas trop changer ce qu'on faisait avant. On va juste nous créer un nombre de θ par rapport à notre nombre de features qu'on va créer grâce au kernel, en fait. Ce qui nous fait, en fait, toujours une espèce d'affine, quoi, de mini-droite, on va dire ça comme ça. Donc, on va voir là, maintenant, le kernel gaussien. Donc, à peu près, ça, c'est une représentation, en fait, de ce que la fonction du kernel fait pour comparer la similarité. C'est-à-dire qu'en fonction d'un point donné, qui est représenté en fait par le point chaud, on va dire ça comme ça, et tout ce qui sera comparé à lui, selon la distance, va se retrouver avec une valeur qui va varier entre 0 et 1 en fait. Et donc par exemple, admettons, j'ai un point ici, je veux le comparer à lui, je suis à 0. J'ai un point ici, je veux le comparer à lui, je suis à 0,5, etc., etc. Enfin, grosso modo. Oui, et on peut voir comment ça marche, juste... Ouais, vas-y. Donc, on est en train de comparer. Ça, c'est le point un peu spécial. Ça, si tu veux montrer, on va peut-être passer à la slide d'après, parce que ça sera moins pixelisé. Donc, vas-y. En gros, en fait, ce qu'on va faire, on va calculer donc la distance entre les deux points, entre les deux vecteurs plutôt, pour être exact. Ouais. On la monte au carré. Ensuite, donc... On les soustrait et on monte ça au carré. Voilà. Et ensuite, donc, on va diviser par 2 sigma au carré. 2 sigma au carré, on verra après. Pareil, c'est un coefficient qui permet d'ajuster, en fait, pour vraiment obtenir ce qu'on veut comme résultat. On en parlera juste après. Et en gros, vu qu'il y a le petit moins devant, et cette exponentielle, elle va tendre... Soit quand c'est très grand, elle va tendre vers 0. Soit quand c'est tout petit, quand c'est proche de 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Voilà. Donc vous allez avoir une valeur qui va varier entre les deux. Donc juste pour avoir une intuition, mettons que le point est exactement identique au L, qu'on peut appeler landmark, le point... Donc si c'est le même, donc on a x moins L qui est égal à 0, donc la norme de le vecteur 0, donc la norme ça sera 0, donc tout ça sera 0, donc c'est E puissance moins 0, E puissance 0, c'est-à-dire 1. Et en fait, donc c'est la valeur la plus grande. Donc là, la similarité c'est 1, ça veut dire qu'ils sont tellement similaires qu'ils sont les mêmes. Après, plus la différence sera grande, après, ça va aller au carré, et donc le E puissance moins d'un truc qui va être grand, ça va descendre. Juste pour comprendre comment marche le truc. Et donc, en gros, vous allez appliquer votre kernel
à l'ensemble en fait de votre dataset. Ça va vous donner M features pour lesquels il va vous falloir M theta. Mais bon, à la limite, moi, pour faire des nuages de points comme il y avait tout à l'heure, je vais y arriver. Voilà. Pour faire ça, je préfère largement faire θ F au niveau des matrices que d'essayer de trouver la régression logistique qui va avec. Voilà. Donc en fait, effectivement, c'est un élément, c'est un petit outil qui nous permet en fait de rapidement, sans avoir à se poser la question de qu'est-ce que j'ai besoin comme fonction vraiment à créer, voilà, je passe par un kernel. Explique. Il faut expliquer ça parce que ça, c'est un truc super. C'est super juste tu appliques le kernel à l'ensemble de tes exemples. Je sais pas comment l'expliquer mieux. Déjà, parce qu'en fait, on est en train de changer changer de dimension là. Ok. Donc les XI, mettons que c'est un truc, c'est un graphe avec X1, X2. Ok. On a 2 dimensions. Ok. Donc on a X1, X2. Et là, on a F1 jusqu'à Fm. Donc on passe d'un truc à 2 dimensions à un truc à M dimensions. Vous me suivez là ? Donc tout d'un coup, on va faire ensuite des optimisations avec tous les θ. On va avoir, plutôt que d'avoir 2 θ pour les X, on va avoir M θ. Donc s'il y a un training set de 1000, il va y avoir 1000 θ. Donc on a changé l'espace. On n'a plus un plan. Mettons qu'il n'y a que 3 exemples, 3 points sur lesquels on fait le truc. On passe d'un espace à 2 dimensions à un espace à 3 dimensions. Ça va encore. Mais là, c'est un cas où on va passer dans les cas généraux, où il y a pas mal de training sets, d'exemples. On va passer à un assez grand espace vectoriel, et c'est dans cet espace vectoriel-là qu'on va essayer de trouver une séparation linéaire. Okay. Vous êtes d'accord ? On n'oublie rien. Les similarités. J'ai une question. Pour chaque ligne, là, du coup, on calcule la similarité entre un point et le landmark. Oui. Et les landmarks, c'est tous les points du training set. Ça, c'est les X1, X2, X3. Voilà. Donc, on prend le X pour X1. On compare sa distance avec lui-même, X1 et X1. Ensuite, on compare X1 avec X2 jusqu'à X1 avec XM. Okay. Donc là, la similarité, il y aura un 1, et puis après, il y aura des différentes valeurs entre 0 et 1, je suppose. Merci, c'est clair. C'est-à-dire qu'en gros, on change un peu la manière dont on voit les données. Oui. C'est-à-dire qu'au départ, les données étaient classées par rapport à leur position dans l'espace, qui était de dimension 2 tout à l'heure. Alors que là, maintenant, les données sont classées par rapport à leur position de tous les autres points. Oui, c'est à peu près ça. On change de dimension, effectivement. Voilà. En fait, l'idée, c'est de se dire, si je suis suffisamment proche d'un positif, j'ai des chances d'être moi-même positif. Sauf si, de l'autre côté, j'ai une proximité trop proche avec un gros tas de négatifs. C'est un peu ça l'idée, quoi. Avec la proximité, en fait, on se dit que ce qui est proche va être classé ensemble. Et ça nous permet, en fait, c'est un peu l'effet de levier qu'on voyait. Ça, c'est une représentation graphique de l'événement, quoi, mais c'est comment dire, ça nous permet effectivement de les séparer comme ça. Vas-y, parce qu'après, il y a des dessins, je crois, il y a des jolis dessins. Non, c'est pas des dessins. Excuse-moi, j'ai une question. Tu peux revenir avant ? Yep. Là, on va avoir MF vecteur, on est d'accord ? Oui. Ouais. Et alors peut-être qu'on n'en a pas besoin, mais pour avoir le F vecteur de l'hypothèse, il n'y en a qu'un. Il fait la moyenne à ton avis, il fait la moyenne de tous des MF vecteurs ? Le F vecteur,
Attends, excuse-moi. Je comprends pas. MF vecteur, ça veut dire quoi? MF vecteur. Tu as un F vecteur quand tu as un F vecteur, il est représenté par F1, F0, F1, F2, à Fm. Donc là, tu vas en avoir M, on est d'accord, à chaque fois. Donc après, dans l'hypothèse, tu vois très bien qu'il utilise pas MF vecteur, mais juste un vecteur F qui est F0, F1, F2, F3, Fm. Oui, jusqu'à l'infini. Enfin, jusqu'à M, oui. Donc là, tu vas en trouver, là, comme tu vas trouver M fois F vecteur dans l'application. Ça veut dire quoi F vecteur? Parce que les F1, c'est des valeurs, c'est pas des vecteurs. Hein. Oui, juste mais des distances. il est représenté. Toutes les valeurs des features. Toutes les valeurs de F, ça forme un vecteur, on est d'accord? Oui, oui, oui. Oui. Tu pourras après faire du θ fois. Bref. Pour un x1, on transforme un x qui est un vecteur, mettons, en 2 dimensions dans l'exemple, on le transforme dans un vecteur en m dimensions qui sont f1 de x, f2 de x, f3 de x, jusqu'à fm de x. Donc ça, effectivement, on transforme toutes nos données du training set en vecteurs de dimension m. Et ensuite, on va faire l'optimisation parmi ces vecteurs-là. Pour chaque valeur de x, tu as un F1, F2, Fm différent. On est d'accord? Oui. Donc là, tu as M valeur de F1, tu as M valeur de F2, tu as M valeur de Fm. On est d'accord? Ouais. Oui. Hein? Alors, dans l'hypothèse, tu n'utilises pas M valeur de F1, M valeur de F2 et M valeur de F3. Si, enfin, tu fais une optimisation parmi ces vecteurs. Je pense pas que c'est utile de séparer les M valeurs de F1. C'est tous des vecteurs différents. Et après, tu vas faire une optimisation parmi ces vecteurs. Qui ont chacun un ensemble de features. Donc tu vas en prendre qu'un. Parmi les... Tu vas trouver un hyperplan dans ce nouvel espace. Ça sera ça ton... Non, mais en fait, une fonction d'hypothèse, on l'écrit habituellement pour qu'elle soit appliquée à un training example. Donc, liste de ton hθ de x appliquée à toutes les features d'un exemple. Ensuite, si tu veux faire ton optimisation, tu te rappelles qu'il y avait toujours une sommation sur i jusqu'à m. Donc, il manque une partie de l'équation pour faire ce que tu veux faire. Excuse-moi, du coup c'est juste pour revenir sur la dimension. À la base on a bien x1, x2, x3 qui sont des vecteurs de taille 1 fois m. Ouais. Et donc... Non. N. Donc tx c'est des trucs fois m. Enfin des 1 fois m. Et donc f1, f2 c'est des scalaires ou c'est aussi des vecteurs colonnes C'est des scalaires. C'est des scalaires. Donc on reste sur la même dimension concrètement? Non, mais tu t'es trompé, je crois. Désolé, mais x, il a une dimension n. Parce qu'au départ, on a des x, par exemple, l'exemple de 2 dimensions, c'est x1, x2. Ça veut dire qu'il y a 2 features, x1, x2, qu'on dessine, ok? Ouais. Et après, on va passer à un truc de dimension m. Donc, mettons que tu as 10 training sets, tu as 10 exemples, 10 vecteurs sur ton truc, bah, tu vas sur ton schéma, ton graphe en 2 dimensions, tu auras 10 points. Tu vas tout transformer, tu vas transformer tous tes points là en points en 10 dimensions, de dimension 10. Ok? Donc tu passes, tes x, ils vont passer au départ ils étaient de dimension 2, et maintenant ils vont être, avec ces features, ils vont être en dimension 10. Donc tu vas toujours avoir autant de x, mais ils vont passer de la dimension 2 à la dimension 10. C'est clair ou pas? Ok, mais du coup dans l'idée x1, ça sera à la fin un vecteur de taille 1 fois m. M. Oui. Ok. À la fin, oui, je crois. Oui, alors oui. Donc, au final, la fonction de coût pour ce SVM avec ce kernel, ça ressemble à l'ancienne, sauf que, pareil, au lieu de faire θt de x, on a θt de f. Voilà, ça change. Après, ça ne modifie pas grand-chose à part ça, mais effectivement, ça respecte un peu la logique. Donc là, on a un petit... Il y a encore une erreur parce que le J va de 1 à M maintenant. Oui. Ouais.
Ah oui, voilà. Donc, on reprend un petit résumé des différents paramètres. Donc, on avait vu C qui permet effectivement donc de changer le biais et la variance. Et on aborde aussi donc le sigma au carré, celui qu'on avait vu donc dans le kernel. Donc en fait, le sigma au carré, c'est lui qui... En gros, si vous voulez quelque chose qui soit très précis, c'est-à-dire que la proximité soit vraiment étudiée presque, on va dire, au millimètre près, vous pouvez choisir un petit sigma au carré. Hein ? Dans ce cas-là, c'est la variance. C'est la variance, oui. Puisque c'est une gaussienne. Après, il y a d'autres fonctions de kernel où on utilise des sigma qui ne sont peut-être pas exactement la variance, mais oui, sigma c'est l'écart type et sigma au carré c'est la variance. Et donc en gros, ça va avoir pour effet, donc si vous le choisissez petit, vous allez avoir quelque chose de très ajusté, de très fit, puisque la proximité va être étudiée vraiment de manière... voilà, c'est soit vous êtes à 0, soit vous êtes à 1, mais l'espace entre je suis ni 0 ni 1, il est très court. Il est presque, enfin voilà, là c'est presque du direct. Par contre, si vous choisissez un sigma plus large, dans ce cas-là, vous allez avoir la proximité va être étudiée différemment et on va considérer que vous êtes proche de l'objet plus longtemps. Ça va moins être du ponctuel, mais vraiment plus quelque chose de fluide et qui permet plus de souplesse, on va dire ça comme ça. Il y a des questions ? En fait, moi... Oui. Quand il est grand, quand il est petit, on va être plus susceptible de faire de l'overfitting. C'est ça. Après, c'est toujours le même souci, c'est que si tu le choisis trop petit, tu vas faire de l'overfitting. Si tu le choisis trop grand, tu risques de faire de l'underfitting. Okay. Il faut, pareil, à chaque fois essayer de l'ajuster pour que ça suive une certaine logique avec tes données, quoi. Je peux faire un dessin oui, si tu veux. Pour le fitting. Non, parce que la gaussienne, là, quand on avait des points comme ça, là, une forme un peu bizarre, et tous les autres, c'est des zéros. Ok, donc on veut trouver une forme comme ça. On va calculer des distances ou des mesures de similarité avec cette gaussienne. Donc si la gaussienne est large, ça fait un peu comme des trucs autour comme ça. Ok. Donc là on voit, ça fait un peu, bon, là ça va peut-être merder un peu, mais sinon on couvre bien les trucs. Si on met un X ici, on va trouver qu'il y a là-dedans. Maintenant, si j'utilise une gaussienne très 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 précise, ça va faire des petits trucs comme ça. Et donc, tout d'un coup, si j'avais une autre couleur, je dirais, mais ça pourrait faire juste des petits îlots. Donc après, on va se retrouver avec un truc là, on va croire que c'est un O, parce que ça ne va pas faire une zone. Vous voyez, quand on écarte le truc, après, si c'est trop gros, ça va faire des gros machins comme ça. Et on va pas discriminer très bien, on va faire plein d'erreurs. Donc il faut trouver juste la bonne largeur de la courbe gaussienne pour que ça recouvre suffisamment. Je ne sais pas si vous voyez, si ça donne une idée. Vous venez d'aborder le kernel gaussien que vous retrouvez là, qui peut aussi se retrouver sous le nom de RBF, pour Radial Basis Function. Sachant que des kernels, il en existe beaucoup. En gros, on en a ici 3 exemples. Donc celui qu'on a vu, on a le polynomial, donc qui lui va plutôt agir avec des puissances. Et on a celui pour les réseaux de neurones à deux étages, enfin à deux couches, voilà. Les problèmes de la traduction. Et donc en gros, là c'est que des exemples, mais vous pouvez trouver en fait des kernels adaptés à chaque situation et à chaque pour vraiment coller et s'ajuster vraiment à ce que vous voulez faire. Là, c'était juste un exemple en particulier, c'est l'un des plus utilisés, mais ça n'empêche qu'il y en a des dizaines, des vingtaines, des trentaines.
Oui. Les kernels, pourquoi on peut les utiliser seulement avec les SVM? Pourquoi on les a pas utilisés avant, lors de la régression logistique? Bonne question. Je n'ai pas la réponse. Hein. Moi, j'ai une réponse. Non? Lance-toi. T'as une réponse. Moi, j'ai une réponse complètement un guess. En tout cas, on n'a pas parlé de ça, mais au truc de l'atelier de maths, là, Robin il nous a dit que, et on a vu ailleurs que les SVM, ça marche bien parce que ça reste linéaire. Donc, c'est très facilement optimisable. Donc après, donc on peut avoir le coût un petit peu supplémentaire de passer dans une autre dimension avec ces kernels qui sont des choses compliquées, mais on les exécute qu'une seule fois et après on fait juste des calculs avec des vecteurs. Tandis que dans d'autres cas, la régression logistique, on serait obligé de tout le temps réutiliser ces kernels et ça deviendrait trop coûteux. Oui, juste qu'il disait que ça devenait très lent s'il utilisait avec la régression logistique. Puis j'aurais peut-être une petite question, j'ai pas forcément la réponse. Est-ce que les SVM sont d'un intérêt seulement si on met un kernel? Ou parce qu'avant que tu introduises la notion de kernel, on se disait pourquoi on gardait pas l'algorithme tel qu'il est en gardant les X jusqu'à linear. Avec P égale. Ouais, le linéaire, quoi. Mais oui, effectivement, il y a ce qu'ils appellent le no-kernel ou le kernel linéaire, qui en gros est une SVM dans laquelle vous n'allez pas utiliser par exemple de kernel gaussien. Vous allez rester sur un kernel simple. Et en gros, c'est après des questions d'optimisation et ça peut très bien s'utiliser en fait en contrepartie d'une logistique ou quoi que ce soit, quoi. Vous pouvez très bien prendre l'un ou l'autre. Quand c'est du linéaire, c'est pas problématique. Après, c'est vrai que son intérêt se retrouve vraiment pour utiliser après des kernels gaussiens pour faire des trucs qui sont un peu qui sortent de ma capacité, on va dire ça comme ça. Et parce que c'est vrai que du linéaire ou du logistique du SVM linéaire ou du SVM logistique, pour des cas où on aurait par exemple des données qui sont vraiment mélangées, où on n'arrive pas à en déduire une logique ou quoi que ce soit, là, dans ce cas-là, c'est vrai que le gaussien il nous sauve et on peut l'utiliser surtout pour ça. Alors, donc, on va séparer les cas en fait d'utilisation. Voilà. En gros, c'est toujours une question surtout d'optimisation et de rapidité. C'est-à-dire que le kernel gaussien, pour bien travailler, il lui faut quand même un certain nombre d'exemples. Donc si vous avez un nombre d'exemples qui est tout petit, ça sert à rien. Il va vous donner des résultats, mais pas forcément très intéressants. Le problème, c'est que si vous avez trop d'exemples en contrepartie, comme on a vu, on passe à M dimensions. Donc plus on a d'exemples, plus c'est une machine énorme. Et plus forcément vous allez avoir quelque chose de lent. Donc c'est peut-être pas non plus le meilleur moment de l'utiliser. En gros, on va l'utiliser donc quand on a un petit nombre de features et quand proportionnellement à ça, on a un nombre d'exemples qui reste dans la moyenne. Sinon après, si on a peu d'exemples ou peu d'exemples ou trop d'exemples, ou un nombre de features qui est hyper important, dans ce cas-là, on va plutôt lui préférer pour les performances la régression logistique ou le kernel linéaire. Il y a des questions? Non. Ok. Pourquoi retourner en arrière là? Attends. Pourquoi? Enfin maintenant pourquoi ça peut marcher avec le kernel linéaire mais ça marcherait pas avec le kernel gaussien? C'est une question d'efficacité? En fait, ça pourrait marcher avec les deux. C'est une question de à quel point tu vas t'ajuster aux données et à quelle vitesse tu vas obtenir un résultat. Parce que si par exemple tu as un nombre d'exemples, un M qui est trop important,
ok, le kernel gaussien c'est sympa et il va te donner sûrement un résultat qui sera très proche de ce que tu attendais. Mais par contre, tu l'obtiendras dans très longtemps. Parce que le kernel gaussien est plus coûteux que le kernel linéaire, c'est ça? Bah, le kernel gaussien, le problème c'est qu'au niveau, plus t'as de M, et plus il va être coûteux. Et ça grandit vraiment de manière importante. Donc faut... Le linéaire aussi, le linéaire aussi, plus tu vas avoir de M, plus il va être... Enfin, je veux dire, ils sont tous les deux... Bah, le linéaire, en fait, il va pas te faire passer le truc dans M dimensions. Si. Il va te le... Comment dire? Si. Le linéaire aussi? Si. Bah oui, le linéaire aussi, c'est juste que c'est la mesure de distance qui est différente. Normalement, moi, le linéaire, il se charge juste de tracer en fait une droite sur un plan, donc sur un hyperplan. Il n'est pas censé modifier autant que ça que le fait le kernel gaussien. Je pense que c'est exactement pareil. Sans kernel, ça veut dire que tu passes pas à une dimension. Si. Que tu changes pas l'hypothèse. D'accord. Bah donc comme on voit, on découvre encore des trucs. Je vois ça comme ça, moi. Moi, je vois ça comme la méthode dite sans kernel. C'est juste que les features, la mesure de distance, n'utilise pas une gaussienne, ça utilise juste une norme, comme une distance euclidienne. Mais sinon, c'est le même truc, on remplace... Mais bon, on peut... Je sais pas si d'autres personnes ont des avis là-dessus. C'est... Je vais peut-être dire n'importe quoi. Je sais pas vraiment qu'est-ce que c'est. Quelqu'un a noté l'équation du kernel linéaire? Parce que je l'ai pas vu sur ta slide. Non, et je crois pas que je l'ai pas vu dans le MOOC non plus, si je me souviens bien, mais... Ok, donc il n'y a pas du tout de mesure de distance avec les autres points, si on fait linéaire. Non, c'est... On n'utilise pas l'exponentielle, mais c'est une mesure de distance différente. À mon avis, on utilise exactement les mêmes trucs. Et d'ailleurs, au départ, le SVM, quand ça a été introduit en 95 ou je sais pas quoi, il n'utilisait pas les kernels gaussiens, il utilisait juste la version linéaire. Mais c'était pareil, c'est une histoire avec des vecteurs. Et l'astuce, c'est de passer dans une autre dimension. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. S'il n'y a pas le passage dans une autre dimension, on ne fait pas du SVM. Ah, d'accord? Presque. Dans le kernel linéaire, en fait, il minimise, il trouve les θ et c'est fini, en gros. J'ai l'impression. Ok, à vérifier. On normalise pas avec. Je vais vérifier. Tout le monde a l'air d'accord sauf moi. Non, mais c'est ce que tu dis en fait. Il n'y a pas de kernel, voilà. Il n'y a pas de kernel, on passe pas par l'exponentielle. C'est comme les anciennes régressions. Mais pour moi, le kernel, d'accord, mais pour moi, le kernel, c'est là que je comprends peut-être pas. Il y a une différence entre ce qu'on fait avec le kernel, donc de changer les features, passer dans une autre dimension, et le kernel actuel, donc la méthode kernel gaussien, ou sans kernel, c'est juste une mesure de distance toute bête. Ouais. Donc je pense qu'on peut, c'est pas très grave, on peut vérifier de toute façon quand on utilisera le Python. Mais du coup, je pense qu'il y a plus de calcul à cause de l'exponentielle que tu refais passer à chaque fois sur chaque dimension. Et tu as une dimension de plus. Mais en vrai, j'ai l'impression que surtout le kernel linéaire, en fait, tu peux considérer ça comme on mesure la distance à l'origine, donc c'est une distance, alors que si tu fais le kernel gaussien, c'est tu mesures la distance par rapport à tous les autres points. Ouais, c'est ça. Et donc c'est là, ça vient de là le fait qu'il y ait beaucoup plus de calculs, si tu as beaucoup plus de training examples. Je suis pas d'accord que le kernel linéaire est la mesure par rapport à l'origine. Je pense que ça reste une comparaison avec les landmarks. Ça reste la même méthode. D'accord. Bon, tout le monde est d'accord sauf moi. Bon, je vais faire des recherches supplémentaires et je posterai une apology profonde sur le discussion ML une fois que j'ai compris. Et donc après, en gros, on va passer... Quoique, Kai, peut-être je te laisse finir, non? Ouais. Si tu veux aborder, vu que c'est toi qui... J'ai perdu la face. Ah. Hein? Non, mais on a encore des trucs à... Non, enfin... Oui, meublé, ça 15 minutes.
Déjà, je suis sûr qu'il y a des questions. On peut continuer à débattre ça. Moi, j'ai des très jolis dessins que j'ai pas dû. Mais déjà, pour parler des Python, il y a deux trucs. Il y a ce qu'il y a sur le slide et ce qui est pas sur le slide. Parce que donc on a repris l'exercice de l'année dernière et c'était faisable. Mais moi, personnellement, ça faisait 2 jours que je bloquais dessus au début. Donc, je vais vous donner des petits conseils pour pas perdre de temps. Parce que ils sont pas si durs que ça. Mais bon, donc déjà, il faut installer scikit-learn. Donc, je sais que Vera a posté un lien qui avait l'air super intéressant sur comment s'en servir. Donc, si tu as tout lu, tu peux peut-être nous faire la présentation. Ouais, moi, j'ai pas eu le temps de le lire. Mais bon, scikit, moi personnellement, je découvre avec Python c'est qu'il y a des librairies partout. Je comprends pas la différence entre NumPy, Pandas. Maintenant, il y en a une nouvelle, scikit-learn. Matplotlib, ok, je comprends, c'est pour faire des graphiques. Mais après, les différents niveaux, apparemment, scikit-learn, c'est là où on va retrouver tous les algorithmes d'IA. Donc, c'est plutôt orienté machine learning, alors que Pandas, c'est peut-être plutôt pour des stats et pour des trucs plus généraux. Et NumPy, c'est juste pour des manipulations numériques. C'est bon ? Ouais, les matrices, voilà. Donc, voilà. Donc scikit-learn, là, on arrive vraiment dans ce qu'on va utiliser. Je suppose qu'on utilise ça beaucoup pour pratiquement tous les machine learning. Donc il faut l'installer. Donc comme d'habitude, vous pouvez l'installer avec pip install ou avec conda. Non, il ne faut pas utiliser conda. Ça va prendre 10 minutes. Là, tu peux, mais sinon, c'est tout. Ouais, voilà. Moi, je l'ai fait avec pip et ça marchait bien. Mais vérifiez bien que vous avez le bon Python, etc. -u, je ne sais pas à quoi ça sert, mais je crois que je ne l'ai pas utilisé. C'est fake news ou je sais pas. Essayez les deux. Après, ça c'est fake news aussi. C'est pas exactement ça qu'il faut faire, mais c'est un truc genre faut faire from. Alors sklearn, donc il faut savoir que ça s'appelle sklearn, pas scikit-learn. Il faut faire import et puis après on va faire des exercices où ça va tout faire pour nous et on va utiliser, comme c'est indiqué dans le truc, linéaire SVC. Donc on va utiliser les linéaires SVC. Qu'est-ce que ça fait dans la boîte ? Vous pouvez regarder. Mais donc linéaire SVC, ça veut dire Structured Vector Classifier. Enfin, donc on va faire des classificateurs utilisant ça. Donc il faudra faire import SVM. Vous faites Google, mais c'est SVM. Non. Je crois pas. Enfin oui, ça mentionnait linéaire SVC, mais comment l'importer, la syntaxe exacte, je me rappelle plus. Ça doit être svm.linéaire SVC, un truc comme ça. Voilà. Donc à noter si vous voulez pas faire un Google. Et après, donc c'est Amrik qui a fait ça. Donc Amrik, c'est pas mal, hein, parce que d'avoir le temps de faire de composer des exercices, c'est pas mal. Mais donc, c'est des trucs qui sont repris de trucs de Andrew Ng, mais Andrew Ng, il utilise MATLAB. Donc, la première étape, on utilise les mêmes données que le truc d'Andrew Ng. Donc, la première étape, c'est d'importer des données MATLAB, qui sont dans des formats de fichiers MATLAB. Donc, c'est bien expliqué comment faire. Mais après, il y a une question qui m'a bloqué pendant 2 jours, c'était comment transformer les données qui sont dans un format... qui sont importés via MATLAB, qui sont dans une structure Python avec des crochets partout, des tableaux de tableaux, je sais pas quoi, des dictionnaires de tableaux de machin, comment les transformer en un data frame qui est un truc de Pandas, qui est un joli truc, un peu comme un tableur Excel. Et là, moi, j'ai trouvé une solution, je sais pas si c'est la bonne solution, mais ça m'a mis 2 jours, mais c'est juste, j'ai utilisé les compréhensions Python. Donc, et puis bon, moi comme j'oublie tout le temps, je me souvenais pas ce que c'était les compréhensions Python. Mais en gros, avec une compréhension, on peut faire... là, je peux le dessiner, peut-être. Je m'able pas, hein, c'est hyper utile. La compréhension, et là aussi, j'ai dû regarder mes anciens, la semaine 1 ou semaine 2, pour savoir comment c'est. Donc, si on a un X... qui est super bizarre, là, comme ça, un truc avec des zéros, je sais pas, un truc comme ça, un tableau de tableau, et je veux juste récupérer ça et ça. Et puis après, dans une... Ok, donc il y a sûrement je me suis dit, il devait y avoir une meilleure méthode, mais une méthode qu'on peut faire, c'est on peut faire... Je peux créer un nouveau tableau, donc je mets tout ça dans un tableau, et je fais...
x, par exemple, si je veux récupérer ça et ça, je peux faire x de 0 for x in. Sinon, c'est le même x. Hein. Enfin bon, oui, d'accord, je peux changer, mais y. Si, c'est ça. Si, ça marche. Mais bon, je peux faire for x. For x in, c'est in y, c'est un truc comme ça. Voilà, donc ça, ce que ça fait, c'est ça va chercher. Donc ça va regarder dans y. Donc pour chaque x, donc ça va parcourir y. Donc y, c'est une liste de tableaux. Donc il y a un truc là et un truc là. Donc il va mettre dans la valeur de x, il va faire pour chaque truc. Donc la valeur de x, donc x va être donc un autre tableau plus petit, et je vais prendre juste la valeur de 1. Et donc ça va retourner 0,1. C'est du b.a.-ba Python, mais donc moi j'ai utilisé ça pour faire les data frames, ça va peut-être vous aider. Parce que je pense qu'une grosse partie des ateliers, c'est quand même d'arriver à manipuler les données, de les mettre dans la bonne forme. Donc c'est pas un exercice inutile, mais c'est un peu énervant qu'on doit transformer d'un format MATLAB à un format truc qui va ensuite bien rentrer dans scikit-learn, mais il faut le faire, quoi. Voilà, sinon, moi j'aurais bien voulu parler du kernel trick, mais s'il y a des questions ou des commentaires. Alors c'est possible de le faire avec une liste compréhension, mais il y a aussi avec du slicing, je pense que c'est possible de le faire aussi. Avec x crochet de point, virgule 0. Je pense qu'on peut arriver à faire. Si on le transforme en NumPy. Mais bon, ça à vérifier. Donc x, y, crochet, 2 points, enfin oui, ça, virgule, 0. Ça prend toutes les lignes. Toutes les lignes. Et après, ça sectionne l'élément 0 de toutes les lignes. Du coup, ça va te sortir un array avec chaque élément directement. Mais par contre, après, c'est à vérifier les formats parce que j'ai juste jeté un coup d'œil sur l'exercice. Faudra vérifier que ce soit bien des numpy arrays, ce genre de choses. Donc, pour être sûr que tout marche bien au niveau du slicing. C'est comme ça que X et Y ont été récupérés la semaine dernière. Je crois que ça, c'est une notation. Le 2.0 slicing, c'est très, très, très utilisé dans MATLAB. En fait, NumPy a un peu. Je crois que c'est NumPy qui a récupéré le truc. Mais si vous essayez de faire ça avec une liste de listes concis, Y, c'est vraiment une liste de listes. Je crois pas que ça va marcher. Il faut que Y, ce soit un NumPy array. Mais NumPy est fait de sorte que si ton Y, c'est une liste de listes, tu fais np.array, entre parenthèses Y, et là, ça convertit tout en NumPy array. Ouais. C'est bien ça. Tout ça, ce que je dis, c'est à vérifier. Mais si vous voulez savoir, le Y, si vous voulez connaître son type, vous savez comment faire. On fait type, entre parenthèses Y, ça va vous dire si c'est un NumPy array ou si c'est une liste. Bonjour. Voilà. D'autres choses. Puis, juste pour ajouter un mot sur scikit-learn, c'est vraiment le truc qu'on utilise beaucoup en data science. Et c'est pas que ça ne contient pas que des algorithmes, ça contient un paquet d'autres outils qui sont vraiment puissants pour analyser des données qu'on est encore en train de découvrir au fur et à mesure qu'on travaille. Parce que vous vous rendrez compte, lorsque vous allez faire peut-être présenter des challenges Kaggle, donc comme on va venir vous présenter dans 8 minutes quand ils vont arriver, en fait, on se retrouve justement avec des fichiers, comme tu dis, un fichier MATLAB ou un fichier dans toutes sortes de formats, puis il faut se démerder, quoi. Il faut prendre le fichier, lire les données, les structurer comme on veut, et souvent, on construit ce qu'on appelle un pipeline de données. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, tes données ne sont pas clean, tu dois faire plusieurs étapes de transformation, et à un moment donné, dans notre notebook, à force de transformer notre dataset puis de le renommer sans arrêt, des fois, on s'y retrouve vraiment plus. C'est normal, lorsqu'on commence, on s'y retrouve plus, et scikit-learn, eux, ils ont déjà des espèces d'outils où tu as un objet qui s'appelle un pipeline, puis tu peux écrire des composantes que tu vas mettre dans ton pipeline, et l'idée, ça te permet de
compartimenter ton travail pour t'y retrouver. Donc, il y a toutes sortes de librairies, outre juste les algorithmes, qui existent dans Scikit-Learn. Et François-Xavier, en plus, me faisait remarquer que ce sont des Français qui ont créé cette librairie. Et à Montpellier, voilà. Donc, puis c'est de l'open source. Donc, voilà, si jamais vous êtes vraiment curieux de savoir comment le SVM fonctionne, ben, vous pouvez aller lire le code source. Il n'y a pas de souci. Vous allez tout comprendre. Et voilà. Donc, oui, comme il disait, l'idée, c'est que c'est pas forcément de tout recoder de zéro. Ça a un intérêt de recoder les choses de zéro. On l'a fait au début. Ça aurait pu être intéressant de recoder un SVM aussi, de recoder tout le kernel. Là, cette fois-ci, l'idée, c'est d'utiliser les librairies parce que de toute façon, on va pas se mentir, dans le boulot d'un data scientist, on recode pas les SVM. On utilise les trucs qui ont déjà été éprouvés par la communauté. Il y a une vidéo de Siraj Raval, notre gourou à tous, qui dans les documents, où je crois qu'il donne un petit exemple de création de SVM from scratch. Oui. Si ça intéresse quelqu'un. Juste aussi sur la raison pour laquelle on ne recode pas tout from scratch à partir de maintenant, c'est qu'on commence à arriver sur des algos qui commencent à être complexes. Et ça va commencer à être bien chaud de tout recoder from scratch. Oui. Ça va demander plus de temps. Donc si on a envie d'être dans un format 2-3 heures en TP, là on commence à être vraiment short pour tout recoder from scratch. Il faut connaître des maths un peu plus avancées, je crois. Oui, mais l'autre truc aussi, c'est que quand vous recodez votre truc, vous pouvez facilement avoir un bug. Donc, tu sais, vous n'arrivez pas à converger parce qu'il y a un bug dans votre SVM. C'est beaucoup de travail, en fait. Bon, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Ouais. Le catchbox. Le catchbox. Merci. Du coup, là, ici, on va donc créer à partir du nombre de data points qu'on a à chaque fois, donc le même nombre de data points, mais à m dimensions. Donc on va avoir m points à m dimensions, c'est ça? Yes. Oui. Et dans la slide suivante, si je ne m'abuse pas, on n'utilise pas x, mais f, et du coup, f, ça va bien être ces m points à m dimensions? Oui, normalement. Okay. Parce que dans la slide d'avant, on utilise les f. C'est un calcul de. Ah bah oui, c'est un dot product de vecteurs. Okay. Encore. Oh, pardon, c'est évident. Produit cartésien. Non, c'est un produit cartésien de vecteurs. Après, c'est. Non, parce que c'est. Ok, j'ai une dernière remarque. Je pense qu'on a fini à peu près sur les SVM. Ouais. Et bah, du coup, merci les gars. C'était surtout ça la remarque que je voulais vous faire. Ça, merci pour le boulot. On sait que c'est un peu d'investissement et je voulais juste renouveler un peu la remarque. Enfin, c'était juste pour les ateliers Naive Bayes. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés pour les faire? Ils se tiennent dans 2 semaines. Ouais. Deux semaines. Et c'est super fun. Super fun d'étudier un peu. Et après, ça vous donne de l'avance. Vous pouvez témoigner du plaisir que ça vous a procuré de préparer ces ateliers. C'est ça, je les ai vus. Le plaisir se lit sur mes cernes. Bon, en tout cas, merci pour votre attention. Et je crois qu'il y a Benjamin qui est là pour parler des concours Kaggle. Bonjour à tous. Alors, j'ai failli être en retard, donc je transpire un peu. Faut m'excuser si je reprends mon souffle. Ouais, donc avec Tristan, en fait, on aimerait vous proposer un nouveau format, donc qu'on organiserait pour l'association 42 AI, qui vous permettrait de mettre en œuvre un peu toutes les compétences que vous accumulez au cours des ateliers machine learning. Et pour ça, il y a une plateforme qui s'appelle Kaggle. Alors, parmi vous, qui connaît Kaggle parmi vous? Ouais, donc il y en a quelques-uns quand même. Qui parmi vous a déjà fait un challenge Kaggle? Ouais, beaucoup moins. Et ben voilà. Mais donc l'idée c'est de changer ça en fait. Donc nous on aimerait lancer des challenges Kaggle à l'intérieur de 42. Ça prendrait la forme de challenge sur une semaine où on donnerait pas d'endroit fixe de deadline à travailler. Il y aurait juste quelques points d'étape qu'on respecterait. Voilà. Donc pour le premier challenge Kaggle, oui. Oui, bien sûr. ça peut être pas mal, effectivement. Kaggle, c'est... je vais te laisser parler. Parle mieux. Donc Kaggle, en gros, c'est un site qui fait des concours de data science où il y a soit des entreprises ou parfois juste des gens de data science.
qui en fait poste des datasets avec un problème à résoudre. D'accord ? Donc il va falloir utiliser le machine learning, le deep learning pour essayer de faire le meilleur algorithme prédictif possible. Donc il y a plein de gens qui postent leurs solutions, donc parfois c'est public, parfois pas. Parfois il y a des prix, parfois pas. L'idée justement nous qu'on a, c'est d'aborder certains datasets qui peuvent être au début assez simples, parfois même d'ailleurs mis sur la plateforme juste à pour un but éducatif. Donc d'ailleurs on va commencer avec le dataset du Titanic, on va vous en parler tout à l'heure, qui est très à la mode en ce moment, mais enfin il y a un peu de tout, hein, et l'idée c'est de voir un peu le travail que peut faire un data scientist du début à la fin, et de comprendre en fait, parce qu'on vous l'a sûrement dit au début, mais que justement le machine learning c'est une petite partie du travail, qu'il va falloir beaucoup bosser sur la data, essayer de la cleaner, de l'amplifier, sans overfitter, etc. Donc concrètement, concours Kaggle, nous, notre approche, ce sera vraiment travail sur dataset avec un problème à résoudre. Après, si vous êtes vraiment chaud, vous pouvez aller plus loin, essayer de gagner de l'argent là-dessus, mais bon, voilà, bon courage. Alors, faut voir Kaggle vraiment comme une opportunité de montrer un peu tout ce que vous avez accumulé comme compétences. Et il faut savoir que les recruteurs en data science sont très regardants. Ils aiment bien voir qu'il y a des kernels, c'est comme ça que ça s'appelle, les résultats Kaggle, quand on propose un CV. Donc on peut le mettre. Emeric m'a dit d'en parler, donc je le dis. Voilà, mais donc ouais, effectivement, on va commencer par un dataset, par un challenge Kaggle sur le Titanic, qui est un dataset assez simple, d'après ce que j'ai compris. Ça, je peux vous en parler mieux, parce que j'ai déjà passé quelques jours dessus. Déjà, pour compléter ce qu'il dit, c'est bien de montrer quelques challenges que vous pouvez avoir fait, parce qu'à 42, finalement, on est un peu plus dans le pratique, et ça permet, si ça vous intéresse vraiment, de compenser un peu le manque de connaissances statistiques que d'autres formations peuvent avoir. Donc montrer que vous avez vraiment touché à des problèmes et que vous comprenez ce que vous faites. Et du coup, pour le Titanic, c'est bien, parce qu'en gros, l'idée, ça va être d'essayer de prédire à partir de certaines caractéristiques de personnes qui seraient embarquées sur le Titanic, savoir s'ils ont survécu ou non. Donc c'est un dataset qui est déjà public. Vous aurez en fait une partie de data avec des labels, donc c'est du supervised machine learning. Et il faut être capable en fait de traiter la data, et c'est ça qui est vraiment intéressant là-dessus, pour essayer de la rendre la plus intelligible possible par votre algorithme, pour essayer d'avoir le plus haut taux de prédiction possible. Alors pourquoi celui-là ? Bon, déjà il est vachement à la mode, hein, c'est vraiment un truc éducatif, il est là depuis des années et ça continue à tourner. C'est des vraies données ? C'est des vraies données. C'est les données publiques. Alors si vous voulez tricher, vous pouvez aller les chercher, vous les trouverez. D'ailleurs il y en a beaucoup, vous allez regarder sur le leaderboard, qui ont des scores à 100%. Bon, c'est pas possible, hein. C'est des gens qui ont trouvé les réponses et qui les ont envoyées. Donc vous êtes libre de faire ça, mais c'est pas très intéressant. Sinon, en gros, pourquoi celui-là ? Parce que justement, en fait, les mecs qui ont créé ça, c'est vraiment dans une optique de débutant. Et ils ont un peu sali en fait le dataset de manière à, par exemple, il y a quelques NA qu'il va falloir virer, essayer d'enrichir la data. Et c'est vachement intéressant pour nous parce qu'en plus, il y a énormément de gens qui ont posté des choses sur le sujet. Donc, vous aurez énormément de sources au début pour aller voir. Tiens, moi je suis bloqué, je regarde un peu ce qu'il a fait lui, et essayer de comprendre surtout ce qui se passe. Et nous voilà, on compte commencer par là, parler de ce dataset, essayer de faire comprendre la méthode, et ensuite passer à des concours peut-être un peu plus difficiles et un peu moins guidés surtout, où il y aura moins les réponses en ligne, et l'idée ce sera vraiment de construire un débat là-dessus, essayer de partager des solutions qui vous ont paru pertinentes, pourquoi, voir si vous allez plus loin, lire des papiers de recherche. On verra, mais bon, c'est l'idée de passer un peu de temps sur le sujet et d'essayer de comprendre vraiment comment ça marche, résoudre les problèmes concrets. D'un point de vue plus pratique, au niveau du format que va prendre cet atelier, donc comme je vous le disais, ce sera sur une semaine. Il y aura probablement une petite conférence de début où on présente le dataset, Kaggle pour ceux qui ne connaissent pas, etc., pour que vous soyez à l'aise avec les outils. Et ensuite, pendant la semaine, en fait, on fera des petits ateliers qui seront des points étapes, en fait, où on parlera des étapes clés par lesquelles vous devrez passer pour arriver à une solution la meilleure possible. Et du coup, l'idée, c'est vraiment que ce soit une discussion. Ce ne sera pas du tout vertical. Donc, on va vous demander aussi de présenter vos solutions, d'expliquer pourquoi vous avez fait ces démarches-là. On veut vraiment que ce soit une discussion et non pas un cours sur ces points-là. Donc, on a créé un petit Google Form que vous allez voir dans les exercices d'aujourd'hui, normalement.
qui va nous permettre de savoir à peu près combien de personnes seront intéressées, de caler les dates pour justement ces points d'étape-là, et pour caler les dates aussi où on va vous présenter le dataset et le Kaggle. Donc voilà, si vous êtes intéressés, ça nous ferait plaisir de faire ça avec vous. Pour la première, et puis j'espère qu'il y en aura des suivantes, ça serait pas mal. Il y a un petit Slack, un petit channel Slack Kaggle sur le Slack de 42AI que vous pouvez rejoindre d'ores et déjà pour avoir toutes les infos. Il existe depuis longtemps, mais on le reprend, on va le redynamiser. D'autres questions? Oui. Concrètement, ça prend vraiment toute la semaine? Non, alors pas du tout. En fait, moi je l'ai pas fait. Donc non, alors déjà, c'est vraiment vous vous investissez en fonction du temps que vous voulez mettre là-dessus. Vous pouvez très bien bosser dessus 3 heures et vous aurez déjà quelques éléments. Sachant que justement l'idée de faire une discussion, c'est peut-être ceux qui ont travaillé un peu plus montreront un peu leur raisonnement et ceux qui ont bossé un peu moins peuvent apprendre d'eux. C'est un peu l'idée. Si vous pouvez bosser toute la semaine dessus, ça peut amener quelque chose. Titanic, je pense pas que ça vaille le coup. Notamment parce qu'il y a beaucoup de sources qui existent. Bon, il faut enchaîner. On a 5 minutes. Mais non, c'est vraiment libre le temps investi dedans. Il faut juste avoir la motivation d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc ça dépendra un peu de chacun. Merci. Moi, je veux juste réitérer encore, ceux et celles parmi vous qui sont vraiment intéressés le moindrement par l'idée de bosser en data science après 42 ou même de décrocher un premier stage en 42, vraiment, je veux dire, ne manquez surtout pas cette opportunité-là. Parce qu'il faut s'y mettre, en fait. Il faut faire ces challenges-là. La vérité, c'est que le recruteur, déjà, ce qu'on fait dans nos ateliers, c'est une partie, on comprend comment les algorithmes fonctionnent, mais ce qui va vraiment intéresser le recruteur, c'est est-ce que vous êtes capable de manipuler le dataset. Donc, c'est complémentaire, les deux activités, mais c'est fondamental que vous fassiez ce truc-là. Et jusqu'à présent, on encourageait toujours 42AI les gens à faire des Kaggle, mais il n'y avait pas d'émulation. Donc là, l'idée, c'est qu'on met ça en place pour que ce soit un moment où on le fait. Même si vous mettez, comme il a dit, même si vous mettez 2 heures ou 3 heures dans votre semaine, c'est pas grave, parce que l'idée, c'est juste de comprendre le pipeline global. Après, vous pouvez passer plus de temps sur le feature engineering, plus ou moins. Mais l'idée, c'est que vous ayez au moins essayé de faire le truc de bout en bout. Ça va vous donner vraiment un recul par rapport à tout. Et aussi, vous allez probablement beaucoup moins galérer, par exemple, au début de chaque partie, chaque TP de nos ateliers, à comment on manipule les données, blablabla. Là, vous allez vraiment le faire pour de vrai. Donc, je vous recommande vraiment au moins de faire la Titanic. C'est fait pour les débutants, c'est extrêmement pédagogique. Vous pouvez aller voir ce que les autres ont fait. Puis comme il disait, vous êtes parlé de kernel, on parle pas de kernel de SVM, là, mais c'est vraiment, l'idée c'est que kernel, c'est comme un notebook, en fait, sur Kaggle. Donc, l'idée c'est que vous écrivez directement votre code dans le kernel, puis ensuite vous pouvez le poster, puis c'est vraiment un portfolio, c'est vraiment important pour montrer ce que vous avez fait. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Merci. Et donc le Google Form, en fait, au tout début du notebook d'exercice d'aujourd'hui, vous avez le lien, vous cliquez, première chose que vous faites, vous remplissez le sondage pour qu'il puisse organiser les trucs selon vos besoins et attentes. Merci les gars. Bon, alors voilà, il faut libérer parce qu'il y a une conférence juste après, donc on se revoit en cluster E1. Merci.